Qu'est-ce que dire la vérité? C'est le chapitre d'épistémologie. Donc c'est un des chapitres d'épistémologie. Tout le monde sait ce que c'est que l'épistémologie. Oh. Bah, vous faites du grec. Ah non, c'est vrai qu'on dirait que c'est une racine commune. Mais là, en l'occurrence, c'est épistémé pour connaissance. Et logos, voilà. Discours et tout. Discours. C'est la philosophie de la connaissance, l'épistémologie. Donc c'est la philosophie de la connaissance. Donc, vous avez vu, quand vous avez regardé votre programme sur le bulletin officiel du gouvernement, il y a des perspectives. Donc une de ces perspectives en termine, alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hein, c'est la connaissance. Et parmi ces perspectives, il y a une notion, à l'intérieur de cette perspective, il y a une notion qui est la notion de la vérité. Bon, la vérité, ça traverse un peu tout, mais c'est une question très épistémologique. Donc on a fait de la politique, ça c'était cool. Et maintenant, on va faire de l'épistémologie, ce qui est encore plus légèrement plus abstrait. Alors, je vais poser la question, je la pose à chaque fois, parce qu'il faut la poser. Peut-être que vous allez me donner une bonne réponse, je me sens bien. Hein. Qu'est-ce que c'est le contraire de la vérité? D'accord? Ça veut dire quoi, toi? D'accord? Ça veut dire quoi? Comment? D'accord, réfléchis. Le mensonge. Qui vote pour le mensonge? Ça, c'est sur les ravages de la démocratie. Vous imaginez, là, par exemple, je vous donne une question comme ça, un peu triviale. Bon, vous votez, et puis une majorité vote pour ça. Mais imaginez, alors que c'est pas ça, vous voyez. Imaginez quand il s'agit de l'avenir de notre pays, vous voyez, les gens, ils lèvent tous la main. Oui. Ah non, parce que là, ce serait l'absence de discours. Bon, alors, essayons d'aller plus loin. Parce que déjà, pourquoi ce serait pas le mensonge? Alors, même si en réalité, hein, ça se discute. Bon, quand on ment, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ok, mais bon, oui. Oui, il dit ce qui est faux, tout à fait. Mais celui qui ment, est-ce qu'il la connaît, la vérité? Sinon, il peut pas mentir. Ou alors, il ment sur quelque chose qu'il croit être vrai. Sinon, il se trompe. C'est ça. Sinon, il se trompe. C'est-à-dire que le menteur, s'il ment sans connaître la vérité, il se trompe. Donc, s'il se trompe, c'est qu'il est en train de commettre une... Oh, bravo. Et dans le contraire de la vérité, c'est... Mais oui. Regardez quand vous faites vos contrôles de mathématiques. Quand vous avez 5 en maths, eh ben, vous n'avez pas 5 parce que vous mentez. Non, c'est juste parce que vous ne captez rien, et donc vous vous trompez, vous faites des erreurs, vous avez 5. Ça vaut aussi pour ceux qui ont 4. Ok, donc en fait, le contraire de la vérité, c'est plutôt l'erreur. C'est parce que. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une opposition entre mensonge et vérité. Mais disons que l'erreur, d'un point de vue épistémique, du point de vue de la connaissance, hein, c'est bien le contraire de la vérité. Il y a des énoncés vrais, ces énoncés vrais traduisent une vérité. Il y a des énoncés faux, ces énoncés faux traduisent une erreur. Maintenant, quand on ment, on met de l'intention en fait. Donc, on dit quelque chose de faux, mais intentionnellement. Donc, quand on parle de mensonge, excusez-moi, on induit là dans le discours une dimension éthique, une dimension politique même si vous voulez. Celui-là ment. On désigne déjà une action, alors que vérité et erreur sont des notions purement épistémiques qui sont en relation avec la connaissance. Ne écrivez pas si vous avez une question sur la vérité, ne faites pas une de ces copies qui commencent en disant le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est quoi les proverbes de base sur la vérité? Il y en a plein de questions. Bref, disons, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a un sujet sur la vérité au bac, vous tapez des copies comme ça, avec des questions sur le mensonge, la morale, etc. C'est pas la question, c'est pas la question. Le contraire de la vérité, c'est l'erreur. Les questions liées à la vérité sont généralement des questions d'épistémologie. Donc, elles ont à voir avec la connaissance, non pas avec l'éthique. La philosophie s'est saucissonnée en quelque sorte en différentes branches. L'épistémologie, c'est pas de l'éthique. Les deux ne sont pas forcément imperméables, mais c'est pas la même chose.
Là, on a une question épistémologique, donc une question sur la connaissance, vérité versus erreur. Très bien, je ne veux pas avoir dans une copie le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Ça, c'est zéro direct. Bon. Alors, bon, on a déjà une bonne base, mais pour l'instant, on n'est pas allé encore très loin, nous sommes allés nulle part. Alors, nous allons prendre un exemple issu de la vie quotidienne, en saisissant par exemple ce fait. Alors, bon, là, je fais le même avec tous les autres, donc je pense que ça peut appliquer, mais bon, vous allez m'aider. Imaginons que je dise, pas cette proposition, on va appeler cette proposition P. On aime bien mettre des P pour la proposition. Ce fait est noir. Bon. Ou on pourrait dire, allez, on va faire mieux que ça. Ça, c'est pas très bien comme proposition. Ça va être mieux. Ceci est un fait sonore. Ça, c'est mieux. Donc, on voit bien que dans cette proposition, il y a là un sujet, hein, dans le fait. Il y a un prédicat, il y a le fait de sonore. Alors, ça aurait pu marquer avec les lettres rouges aussi, bien sûr. Hein. Les lettres bleues, voilà, problème de couleurs, toutes les propriétés. Bon, enfin, on va rester sur le feutre noir. Question que je vous pose, et là, c'est vous qui allez philosopher. Comment ça se fait, qu'est-ce qui fait que cette proposition P, là, est vraie? Évidemment, P est vraie. Qu'est-ce qui fait que cette proposition P est vraie? Qu'est-ce qui fait que c'est vrai, il n'est pas très loin? Oui. Ah oui, mais là, vous faites une psychologie, vous répétez la même chose. Ah oui, donc là, vous dites... oui. Non, mais là, vous êtes sur la composition de l'objet. Là, je vous demande ce qui rend valide un énoncé d'un point de vue logique. Parce qu'on voit que c'est noir. Alors, 2 secondes, on va noter ce que vous avez marqué là. C'est pas mal, ça. Donc, on est dans le domaine de la perception, effectivement. Donc ça, on va le garder au chaud. On va revenir très rapidement dessus. Quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? Vous, mademoiselle? On a une preuve, oui, mais alors, qu'est-ce qui est établi la preuve, vous voyez? Ah oui, donc, oui, la perception. Oui. Donc, il y a l'idée, effectivement, d'apprentissage. On va le mettre là aussi. Il y avait une autre main levée, j'ai pu voir par là, vers ma gauche. Personne? Non? Allez. Problème de simulation qui doit être lié à la codéine. Ok. Donc, ici, ces deux choses-là, je les ai mises ensemble pour une raison qui est simple, c'est qu'elles participent d'une seule et même catégorie qu'on pourrait appeler l'expérience sensible. C'est-à-dire que nous faisons des expériences sensibles, des expériences des sens. La vue, le toucher, tout le tralala, voilà, ça ce sont les sens. Et nous percevons à travers ces sens. Et effectivement, nous percevons que le feutre est noir. Le problème, évidemment, c'est qu'il ne suffit pas de percevoir le feutre pour savoir qu'il est noir. Et oui. Oui, justement, bonne remarque, c'est subjectif. Donc vous allez voir, on va revenir sur l'objection que vous faites faire. Donc ici, il ne suffit pas que je perçoive le feutre pour savoir que c'est un feutre noir. C'est aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle il y a un apprentissage qui rentre en ligne de compte, qui fait que je reconnais que le feutre est noir, parce que j'ai appris que c'était un feutre noir. Alors cet apprentissage, il s'ancre, enfin, comment est-ce qu'il se véhicule cet apprentissage? Oui. Oui, mais comment on les connaît? Comment on connaît en général les... Oui. Oui, mais quel est le médium qu'utilise l'éducation pour faire connaître? De manière très très fondamentale. Comment la connaissance, elle est véhiculée par quoi? Oui. Alors, savoir et connaissance ne sont pas des synonymes, mais des quasi-synonymes. Mais qu'est-ce qui permet de véhiculer le savoir, alors, si vous préférez? Le moyen de véhiculer le savoir. Comment est-ce qu'on véhicule le savoir? Par quoi il passe le... Comment? Oui, les livres, oui, avec des livres. Mais les livres, ils utilisent quoi comme moyen pour communiquer, oui?
Oui, mais c'est pareil. Quel moyen utilise l'éducation? Oui. Oui, mais c'est pareil, ça, oui. Oui, mais l'écriture, elle est écrite dans quoi? Oui, mais elle se traduit dans quoi, la pensée? Oui, mais la communication, elle est rendue possible par quoi? Mais l'écrit, il est rendu possible par quoi? Bon, vous n'y êtes pas. C'est le langage. Le langage. C'est une notion centrale en philosophie, en réalité, le langage. Il faut bien comprendre que tout savoir est un discours, hein, et tout discours est rendu possible grâce au langage. Donc en fait, on a cette faculté qui est le langage, qui nous permet de construire des discours, des énoncés, et à partir de là, on peut commencer à véhiculer des apprentissages. Bon, mais alors comme l'a remarqué la demoiselle avec le masque noir, ici, si vous voulez, le problème qu'on a, c'est qu'on est dans une forme de subjectivité. Alors, c'est pas totalement c'est pas c'est pas une, enfin, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de masques noirs, c'est celle qui est là. Alors, ici, si vous voulez, on n'est pas complètement dans la subjectivité en réalité. Puisque s'il y a apprentissage, ça veut dire qu'il y a communication, c'est-à-dire qu'il y a donc communauté d'êtres humains qui comprennent et entendent la même chose. On est plutôt dans ce qu'on appellerait de l'intersubjectivité. Mais, c'est-à-dire la subjectivité partagée par plusieurs personnes. Mais, il est vrai qu'on n'est pas dans l'objectivité. Vous avez eu raison de le dire. Alors la question que je vous pose maintenant, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que la phrase « ceci est un feutre noir » est objectivement vraie? Oui. Alors voilà, tu reviens dans la subjectivité. Là. Oui. C'est qui? C'est écrit dessus, non mais là on revient dans le langage. Parce que c'est subjectif, on a désigné ça comme étant un feutre noir. Je sais pas, moi je sais pas s'il y avait des gens un peu chrétiens ou de religion quelconque dans la salle, ils pourraient avoir la bonne réponse à cette question-là, j'imagine. Parce que c'est une vision du monde. Qu'est-ce qui fait que le feutre, qu'est-ce qui rend vrai l'énoncé indépendamment de la subjectivité? Alors, qu'est-ce qui pourrait en tout cas le rendre vrai indépendamment de la subjectivité? Oui. Ah oui, non mais là tu reviens dans la définition, et donc dans le langage, l'apprentissage, la subjectivité, la représentation. Là, ici, cet ensemble de choses, donne lieu, donne naissance à des représentations. Voilà, donc on se représente les choses, on est dans l'ordre de la représentation. Il y a des représentations. Mais ce qui fait que c'est vrai que le fait noir, indépendamment de la subjectivité, c'est-à-dire que si on veut s'extraire de la subjectivité, c'est très simple en fait la réponse. Bon, on va essayer d'y aller par des voies détournées. Faisons une expérience de pensée. Imaginons que je prenne ce feutre, je sais pas, je le pose ici, et puis là, on pourrait tous, imaginons, fermer les volets de la salle, voilà, et puis sortir de la salle, et puis maintenant on pourrait faire un pari, se dire voilà, nous sommes en dehors de la salle, nous venons de la quitter, personne ne peut entrer dans la salle, et donc qui parierait sur le fait que le feutre n'est plus là? Qui parierait sur le fait que le feutre est toujours là? Oui, voilà, c'est une écrasante majorité. Comme quoi, parfois, la majorité a raison. Donc, on parierait tous sur le fait que le feutre serait encore là, évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feutre, bah, que nous soyons là ou pas, il existe. Non, vous n'êtes pas d'accord? Parce que sinon, ça voudrait dire que quand on sort de la salle, il n'y a plus de feutre. C'est bizarre. Bon, très bien. Eh bien, en fait, on pourrait peut-être se dire que le feutre, donc, existe indépendamment de nous-mêmes. Du coup, ça marche, c'est assez logique. Bon, ce qui fait que la proposition est vraie, c'est elle réfère à un objet qui existe réellement. Et cet objet qui existe réellement, c'est justement le feutre noir. D'accord? L'idée, c'est que pour rendre objective, absolument objective, cette proposition P, il faudrait qu'elle réfère non pas à une représentation du feutre, c'est-à-dire un discours sur le discours en quelque sorte, on reviendra là-dessus plus profondément dans le chapitre, mais qu'elle réfère à un objet qui existe réellement, et cet objet-là, c'est justement le feutre. Donc ça voudrait dire que ce qui rendrait vrai la proposition P, ce serait sa référence non seulement à sa correspondance à une réalité qui est indépendante de celui qui la prononce, qui est le feutre noir. Ce qui voudrait donc dire que le feutre aurait une existence propre en tant qu'objet,
et que le noir aurait une existence propre en tant que propriété, et cette existence propre du feutre et du noir serait révélée en quelque sorte par le discours à travers des propositions. Donc, cette idée-là, hein, selon laquelle en fait les discours réfèrent au réel et les propositions vraies sont celles qui sont justement en adéquation, en correspondance avec le réel, ça porte un nom en philosophie, on appelle ça le réalisme métaphysique. Alors pourquoi est-ce que vous avez dit tout à l'heure que c'était chrétien? Eh bien parce que on a l'idée, là, dans le réalisme métaphysique, vous inquiétez pas, on le fera de toute façon, on a l'idée dans le réalisme métaphysique selon laquelle justement il y a des espèces d'arrière-monde, il y a des entités qui existent, qui ont une réalité propre, et cette réalité propre serait connaissable par nous. Alors comment ça s'illustre dans le christianisme? Eh bien, par la voix des prophètes qui révèlent la parole de Dieu. Et Dieu, c'est une entité métaphysique, on ne le connaît pas, on ne peut pas le percevoir par aucune expérience sensible possible, mais on pourrait quand même le connaître grâce à des moyens de spéculation, d'intellection, de méditation, de contemplation, de choses comme ça, qui ne procéderaient pas de l'expérience sensible. Et donc, à partir de là, on pourrait connaître non seulement Dieu lui-même, mais aussi l'éthique qui est la sienne, la réalité du monde dans lequel nous vivons et qu'il a voulu construire pour nous, etc., etc. Donc on voit bien qu'on est exactement dans la métaphysique quand on suppose l'idée justement selon laquelle il existe des entités indépendantes de nous qui ont une espèce d'autonomie qui leur serait propre. Bon. Alors ça, ce sera, en fait, ce sera le grand 1, ça, parce que c'est la thèse la plus faible. Donc on verra comment on peut défendre une vérité fondée sur le réalisme. Seulement, il y a des problèmes avec cette thèse. Alors, le premier problème, c'est qu'elle postule effectivement l'existence d'entités métaphysiques. Elle postule l'existence de choses indépendantes du sujet. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et en dehors de ça, on peut vite toucher ses limites. Vous allez voir pourquoi. Alors, le réalisme métaphysique, il peut prendre des formes particulières, et en science, il prend la forme de réalisme scientifique. Le réalisme scientifique, c'est grosso modo, même si tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, c'est le réalisme métaphysique appliqué à la science. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, bon, en réalité, c'est quand même plutôt ça. Bon. Alors, bon, imaginons maintenant, reprenons notre feutre, vous allez ici faire une prédiction. Vous vous sentez prêt? Prêt pour la prédiction? Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop dur. Je vais lâcher le feutre. Que prédisez-vous? Vous prédisez la chute du feutre? Oh, bah, vous avez réussi, bravo. Comment avez-vous réussi à prédire correctement la chute du feutre? Oui. Oui, ça c'est sûr, mais pourquoi on sait qu'il tombe, monsieur? À cause de la gravité. Très bien. Alors qu'est-ce que c'est que la gravité? Ah, c'est un principe de science, c'est vrai. Mais là, vous allez déjà trop loin. Vous me spoilez la suite. Mais la gravité, comment est-ce que la définit la science? Il y en a qui font oui, c'est une attraction. Une attraction, oui, mais c'est quoi précisément, concrètement? En fait, personne ne fait de la physique ici? Oui. Ah, oui. Mais la gravité, c'est quoi dans la théorie de Newton? C'est le fait que les objets tombent. Oui, mais c'est. La gravité sur la Terre. Oui, c'est une force. C'est une force. Donc, la gravité, c'est une force dans la théorie de Newton. On est d'accord. Donc quand on prédit la chute du corps en fonction de la gravité, c'est-à-dire qu'en fait, on considère que le corps chutera parce qu'on sait que la gravité agit sur le corps et que par conséquent, il sera inexorablement conduit à chuter, on donne une description de la réalité. Vous êtes d'accord avec moi? J'imagine. Bon, alors ça voudrait dire ça que cette force de gravité, qu'on ne peut pas observer directement, on n'a aucun moyen de l'observer. C'est impossible. C'est une entité métaphysique. Cette force de gravité, eh bien, on peut l'observer indirectement à travers la chute des corps. Cette observation indirecte nous permettrait de conclure à la réalité de cette force de gravité. Logique? Oui? Non? Vous me suivez? Très bien. Donc on aurait tendance à croire ici, à penser que la théorie de Newton, par exemple, est une théorie vraie
au sens où elle correspond réellement à ce qui se produit dans la réalité, que l'on ne peut pas observer directement, mais qu'on observe indirectement à travers la chute des objets, par exemple. Et qu'on arrive à mesurer indirectement. Très bien. Alors là, il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la théorie de Newton est fausse. Aujourd'hui, on sait que la gravité n'est pas une force. Je vais même vous dire plus que ça, on sait que la gravité ne peut pas être une force, embêtant. Et donc, aujourd'hui, on pense que si le feutre tombe, c'est parce qu'il suit les lignes de l'espace-temps. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. Moins simplement, du coup. Bon. Alors ça, c'est embarrassant parce que ça veut dire que même des théories qui font des prédictions très très précises, qui donnent des explications du monde extrêmement satisfaisantes, extrêmement efficaces aussi, extrêmement utiles, eh bien, sont des théories qui sont fausses ou potentiellement fausses. Bon, la théorie qu'on utilise aujourd'hui en macrophysique, c'est plutôt la théorie de la relativité. Alors, elle est vraie jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'elle est vraie, mais peut-être pas. Elle est sûrement fausse, en fait. On ne sait pas. Et ça, c'est embarrassant parce que ça veut dire que si on arrive à produire des explications du monde qui sont quand même très satisfaisantes et qui réfèrent à un certain nombre d'objets réels, que l'on considère comme réels, et que ces explications sont pourtant fausses, on n'a aucune raison de penser, a priori, sauf preuve du contraire, que les autres explications que l'on donne de la réalité correspondent à cette réalité métaphysique fondamentale. Et donc, on n'a aucune raison de penser, a priori, que quand on dit que ceci est un feutre noir, qu'on est en train de décrire quelque chose qui est fondamentalement réel, parce qu'au même titre qu'on n'a pas accès à la gravité, à la force de gravité, on n'a pas accès à ce qui génère la propriété feutre et la propriété noire. On n'a pas accès à l'idée du feutre ou à l'idée du noir. Et donc, peut-être que ces idées, tout simplement, sont comme la force de gravité et n'existent pas. Donc ça, c'est la thèse des instrumentalistes. Donc ça, c'est les instrumentalistes. Ça, ce sera le grand. Et enfin, on arrive à la dernière idée. Donc, on comprend bien que si ces propriétés-là n'existent pas, ça voudrait dire que ce qui rend les propositions vraies, eh bien, ce n'est pas la référence à la chose en soi, ce n'est pas la référence aux objets en eux-mêmes qui existent indépendamment de nous, mais c'est finalement ce que vous avez vous suggéré au début, donc vous étiez peut-être sur la meilleure des voies finalement, et c'est moi qui suis en train de vous amener sur des chemins de traverse. Ce qui rendrait une proposition vraie serait peut-être tout simplement effectivement la référence à la représentation. C'est-à-dire que nous avons des représentations, ça c'est un fait, hein, on peut difficilement dire le contraire. Nous avons des représentations des choses, nous apprenons à nommer les choses d'une certaine manière, à référer aux choses d'une certaine manière, nous apprenons à mettre ces choses-là en relation d'une certaine manière, alors par la logique par exemple, ou par la causalité, ou des choses comme ça. Et à partir de là, on commence à expliquer, comprendre le monde. Mais il n'y a pas de garantie que le monde soit réellement indépendamment de nous, tel que nous le décrivons. Non, ce qui est réel pour nous, c'est juste ce que nous représentons. Il y a un philosophe qui s'appelle Thomas Nagel, qui a écrit un article en 1989 qui s'appelle What is Light? To be a bat. Je ne sais plus si c'est What it is like ou What is it like. Je vais vérifier. Excusez-moi. On va vérifier ça vite fait, bien fait. C'est What is it like? Donc une question. Et Nigel, en fait, donc la question What is it like to be a bat, ça veut dire quel effet ça fait d'être une chauve-souris, qu'est-ce que cela fait d'être une chauve-souris. Et Nigel remarque que si d'aventure nous essayons de comprendre ce que cela fait d'être une chauve-souris, nous n'y arriverions pas. Imaginons par exemple, je ne sais pas, que pour se mettre dans la peau d'une chauve-souris, nous allions dans un grenier, nous nous suspendions par les pieds et nous commencions à battre des bras comme ça. Ça c'est de la philosophie, ça. Et donc, si on faisait ça, on n'arriverait quand même pas pour autant à savoir ce que cela fait d'être une chauve-souris. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes représentations du monde que les chauves-souris. On n'a pas le même appareil perceptif, on n'a pas la même image du monde, on n'a pas la même compréhension du monde, on n'a donc pas la même connaissance du monde, et donc la réalité pour nous n'est pas la même réalité que la réalité pour les chauves-souris.
Pour les chauves-souris, peut-être que le feutre noir, c'est rien du tout, quoi, en fait. C'est pas du tout un feutre noir, c'est rien, c'est ni feutre, ni noir, enfin, c'est peut-être quelque chose de complètement différent. Donc, on a un problème, c'est qu'on n'est pas capable de produire des vérités complètement universelles qui pourraient, dans tous les mondes possibles, s'appliquer à toutes les intelligences possibles. Si nous étions, par exemple, intelligents, mais sous une autre forme, nous aurions peut-être d'autres représentations, nous désignerions les choses différemment, nous appréhenderions et comprendrions le réel différemment, et donc les énoncés vrais seraient radicalement différents de ceux que nous avons actuellement. Et ils ne seraient pas pour autant moins vrais, si vous voulez. Voilà, alors cette idée-là selon laquelle la réalité, c'est quelque chose qui appartient uniquement au domaine des représentations, et que la connaissance ne porte que sur les représentations, elle est portée par une branche de la philosophie qu'on appelle la phénoménologie. Ça, ce sera le grand 3. Sans le savoir, en fait, vous défendiez plutôt des thèses phénoménologiques. Même si, bien sûr, vous n'aviez peut-être pas la connaissance de la doctrine phénoménologique avant de venir ici. Voilà, donc comme ça, on a grand 1, grand 2, grand 3. Donc, bien sûr, un métaphysicien le fera dans l'autre sens. On commencera là, puis là, puis là. Mais comme ici, on n'aime pas trop la métaphysique, on fait dans ce sens-là. Si parmi vous, il y a des gens qui aiment bien la métaphysique, vous pouvez aussi allègrement démolir la phénoménologie en expliquant que ces énoncés vrais ne sont pas des énoncés absolument vrais parce qu'ils ne réfèrent pas à la chose en soi. Puis, on fait le raisonnement dans l'autre sens. La philosophie, vous savez, c'est un exercice de rhétorique. Bon, il faudrait qu'on note un petit peu, enfin, et d'argumentation, bien sûr. Il faudrait qu'on note quand même l'introduction. Vous avez compris les enjeux ? Donc, est-ce que la vérité, en fait, est-ce qu'un énoncé est rendu vrai par la référence à la chose en soi, ou est-ce qu'un énoncé est rendu vrai par la référence à la représentation ? En fait, c'est ça la question. C'est la question de la référence. Si vous voulez, je peux vous conseiller quelques bouquins là-dessus sur la référence. Quelques articles. Un article... Non, bref. Alors, on va noter juste un petit propos liminaire avant l'introduction, histoire d'être bien sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Le contraire de la vérité, c'est l'erreur. Le contraire de la vérité, c'est l'erreur. Point. Ne pas dire la vérité, c'est se tromper. Point. Commettre une erreur implique de ne pas connaître la vérité. Commettre une erreur implique de ne pas connaître la vérité. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire avant l'introduction. Alors, il faudrait peut-être qu'on... Alors, excusez-moi, mais je pense qu'on va faire une minute de silence, parce que je viens d'apprendre là que Gérard Rouillet est mort. Vous connaissez pas Gérard Rouillet ? Merci. Qui avait la bonne réponse ? Parlez pour vos camarades qui ont l'air incultes en matière footballistique. C'était l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Entraîneur de Liverpool. De l'OL aussi. Il est mort à 73 ans. C'est affreux. Non, mais je veux dire, quand vous voyez que Raymond Domenech continue à vivre, dites qu'il y a quand même une injustice. C'est de la morale utilitariste. Comment ? Mais non, c'est le problème du train, vous savez, c'est de l'utilitarisme. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes sur un train qui roule à toute vitesse, et vous savez que vous allez écraser Gérard Rouillet. Ok ? Maintenant, vous avez le pouvoir d'activer un levier qui permet de dévier le train et d'écraser à la place Raymond Domenech. Qu'est-ce que vous faites ? Il y en a un qui va mourir, il faut choisir. Lequel meurt ? Est-ce que c'est Rouillet ou Domenech ? Vous voyez ? Non, mais ce que je veux dire, c'est de la morale utilitariste. C'est pas de la cruauté. Vous avez un train qui roule sur Domenech. Vous pouvez l'activer
Activer une manette pour le faire dévier sur Gérard Rouillet. Est-ce que vraiment vous activez la manette? Le train fonce sur Domenech, vous voyez. C'est de l'utilitarisme. C'est comment elle s'appelle déjà cette philosophe? Jerry Thompson, je crois, qui a donné cet exemple du train là. Bon, elle prend l'exemple de... Il y a un train qui roule sur 5 personnes, on peut le dévier pour qu'il roule sur une seule personne, qu'est-ce qu'on fait? Judith Jerry Thompson, je crois qu'elle s'appelle. Bon, bref, passons ces histoires de train, de sélectionneurs de football et puis tout ça, d'utilitarisme. Et venons à l'introduction, on y va. Alors, soit la proposition P, ceci est un feutre noir. Soit la proposition P, entre guillemets, ceci est un feutre noir. Soit la proposition P, ceci est un feutre noir. Oui. Oui, ça marche, puisque c'est une expérience de pensée, vous savez. Comme on est dans la représentation... je ne vais pas rentrer dans les discussions surréalistes, mais oui, ça marche très bien. Oui, puisqu'on peut très bien imaginer même que vous désignez un objet qui est le feutre noir. C'est pas un problème. Alors, point. Bon. Qu'est-ce qui rend P vrai? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui rend P vrai? Point d'interrogation. Pardon. En tant que sujet, j'ai une représentation du feutre noir. En tant que sujet, j'ai une représentation du feutre noir. Point. À cette représentation, est associé des idées, deux points. À cette représentation est associé des idées. Deux points. L'idée du feutre et l'idée du noir. L'idée de la propriété noire, hein, bien entendu. L'idée du feutre et l'idée du noir. L'idée de l'objet feutre, l'idée de la propriété noire. Ça semble quand même assez clair. Bon. Point. Comment connaît-on ces idées? Point. Cela suppose un apprentissage communiqué par autrui à travers le langage. Cela suppose un apprentissage communiqué par autrui à travers le langage, virgule. Ainsi que des facultés perceptives, qui permettent d'avoir des expériences sensibles, ainsi que des facultés perceptives qui permettent d'avoir des expériences sensibles. Pardon, c'est la digestion. Donc nos facultés perceptives, donc l'expérience sensible. Point. Mais comment peut-on savoir absolument que le feutre est réellement noir? Mais comment peut-on savoir absolument que le feutre est réellement noir?
il semble aller de soi que l'objet feutre et sa propriété noire, alors ça vaut pour tous les objets et pour toutes les propriétés, il semble aller de soi que l'objet feutre et sa propriété noire existent indépendamment de tout observateur. Existent indépendamment de tout observateur. Point. Ainsi, P est vrai parce que ce qu'elle désigne correspond à une réalité indépendante du sujet. Ainsi, P est vrai parce que ce qu'elle désigne correspond à une réalité indépendante du sujet. Deux points. On parle de vérité-correspondance. Et vous pouvez mettre vérité-correspondance en rouge. On parle de vérité-correspondance. Et vérité-correspondance en rouge. Point. Ce type de vérité s'inscrit dans un, en rouge, réalisme métaphysique. Ce type de vérité s'inscrit dans un, en rouge, réalisme métaphysique. Point à la ligne. Je pense que là, on notera l'introduction et puis on aura fini. En science, le réalisme métaphysique débouche sur le réalisme scientifique. En science, le réalisme métaphysique débouche sur le réalisme scientifique. Hein? Ce réalisme postule que les théories scientifiques, scientifique. Point. Ce réalisme postule que les théories scientifiques décrivent le monde tel qu'il est indépendamment de nous, virgule. Décrivent le monde tel qu'il est indépendamment de nous, virgule. Donc elles décrivent le monde tel qu'il est indépendamment de nous, virgule. Ou au moins qu'elles en donnent une bonne approximation. Ou au moins qu'elles en donnent, donc des théories, une bonne approximation. Voilà, on a bien avancé, on a presque fini. Ou au moins qu'elles en donnent une bonne approximation. Point. Or, il y a là un problème. Car on sait aujourd'hui que la plupart des théories scientifiques sont fausses. Or, il y a là un problème, car on sait aujourd'hui que la plupart des théories scientifiques sont fausses au sens de la vérité-correspondance. Or, il y a là un problème, car on sait aujourd'hui que la plupart des théories scientifiques sont fausses au sens de la vérité-correspondance.
point à la ligne. Non, point mais pas à la ligne en fait. On peut mettre en rouge l'instrumentalisme. L'instrumentalisme, oui. Correspondance. Donc c'est la notion de la vérité-correspondance dans le réalisme métaphysique. Donc, l'instrumentalisme considère que les théories sont des instruments. L'instrumentalisme considère que les théories sont des instruments qui permettent d'accroître nos connaissances. L'instrumentalisme considère que nos théories sont des instruments qui permettent d'accroître nos connaissances. Sans pour autant directement référer à la réalité. Sans pour autant directement référer à la réalité. Sans pour autant directement référer à la réalité. Point à la ligne. Pardon. C'est dur la digestion. Dernier petit paragraphe. De plus, comme le remarque Nagel, il est au tableau. De plus, comme le remarque Nagel dans What is it like to be a bat? Point d'interrogation. Et mettez des guillemets, ne soulignez pas comme je l'ai fait, parce que c'est un article et pas un livre. De plus, comme le remarque Nagel dans What is it like to be a bat? Nous ignorons ce que cela fait Nous ignorons ce que cela fait de se représenter le monde, autrement, que comme se le représentent les êtres humains. Nous ignorons ce que cela fait de se représenter le monde autrement que comme se le représentent les êtres humains. On est presque au bout là. Point. Une chauve-souris ne connaît pas le même monde que nous. Deux points. Elle ne se le représente pas comme nous. Point. Il y a deux courtes phrases. Point. D'autres formes de représentation dérivent d'autres connaissances et d'autres formes de vérité. Point. D'autres formes de représentation dérivent d'autres connaissances et d'autres formes de vérité. Point. Et la dernière phrase. Oui. D'autres formes de représentation dérivent d'autres connaissances et d'autres formes de vérité. Point. La proposition vraie est celle qui est en adéquation avec la représentation. Deux points. La proposition vraie est celle qui est en adéquation avec la ou les représentations. Deux points. Telle est la thèse de la phénoménologie. En rouge, phénoménologie. Oui. Où ça?
La proposition vraie est celle qui est en adéquation avec la représentation de points. Telle est la thèse de la phénoménologie. Phénoménologie en rouge et le mot est au tableau. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.